chers amis téléspectateurs, nous voici encore dans ce bel endroit qui nous accueille très souvent pour nos émissions, le restaurant Bao, sur l'avenue Ouagenia, entre les Palm Beach et les Beach. Et cette fois, nous sommes là pour le deuxième dimanche du mois de décembre. Et ça, pour honorer la mémoire des tout-petits qui sont partis très tôt. Avant de vous présenter nos intervenants, j'aimerais d'abord situer la journée. C'est en 1997 qu'une association de familles endeuillées aux États-Unis avait jugé bon d'organiser une journée pour penser aux tout-petits. Et en 2004, à l'unanimité, le Sénat des États-Unis faisait de cette journée, le deuxième dimanche du mois de décembre, une journée mondiale pour penser aux tout-petits. C'est ainsi que nous disons toujours qu'une épreuve ou un deuil périnatal est toujours difficile à vivre parce que c'est un deuil qui se passe sans rite, sans rituel quelconque, sans mots. Et nous nous posons la question, comment les parents vivent ce genre de deuil? Surtout que nous aimons organiser le deuil pour les personnes âgées. J'ai à ma droite le professeur que certains connaissent déjà bien, sociologue, philosophe, anthropologue, qui pourra à ma gauche plutôt, qui pourra nous parler, parce que c'est un fait sociétal, dans lequel on ne voit que les grandes personnes disparues et pas les tout petits. Face à moi, j'ai une maman, Hortense, je crois, Bilé, qui est du monde médiatique, qui pourra aussi intervenir. Et nous avons le docteur pédiatre Matondo Akhenaton, qui, j'ose croire, vit au quotidien l'épreuve que vivent les parents quand il faut aller les annoncer que voilà, votre nouveau-né que vous attendiez pour entendre les premiers cris n'est plus là. Qu'est-ce que la maman ressent? Et le pédiatre, comment s'y prend-il pour annoncer cette nouvelle? Et voilà, mes chers amis, c'est autour de ce thème que nous allons devoir échanger pour quelques minutes pour que nous puissions aussi penser aux tout-petits qui sont partis très tôt. Et à la fin, on terminera par une lettre d'un parent envoyé à un de son petit enfant parti très tôt. Merci. Pédiatre, vous qui êtes au quotidien face aux familles, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis docteur Odio Matondo Akhenaton. Je suis néphropédiatre. Donc, mon domaine de recherche, c'est les maladies des reins chez tous les enfants. Donc, les maladies des reins qui concernent les enfants. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est que comment nous catégorisons les différents types d'enfants en pédiatrie. On a les nouveau-nés, donc les tout petits, ceux qui sont âgés de moins de 1 mois. Ceux-là, ce sont des nouveau-nés. Et nous avons des nourrissons. Donc, le nourrisson, c'est de 1 mois à 3 ans. Et dans les nourrissons, il y a des petits nourrissons de 1 mois à 1 année. Et puis, vous avez les enfants et les adolescents. Alors, pour ce qui concerne les décès à cet âge-là, il y a une étude qui a été publiée en 2020 et qui a stipulé que les causes de décès chez les tout-petits étaient à environ 47%. Donc, 47%, oui. Et la majorité, c'était des nouveau-nés, c'est-à-dire les prématurés, ceux qui sont nés avant le terme. Et donc, c'est un peu ça, si je peux résumer de cette façon-là. Voilà, oui. Et alors, avec la catégorisation des nourrissons, bébés, vous êtes les premiers à annoncer à la maman la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Oui, effectivement, et c'est une épreuve très dure. Parce que dans la plupart des temps, les parents ne sont pas préparés.
Et ces décès-là surviennent généralement autour de l'accouchement, donc en périnatal. C'est une dame qui suit normalement sa grossesse, une grossesse dans la plupart des cas qui évolue bien. Et subitement, il faut annoncer un décès et c'est une épreuve très dure. Et donc, ça demande d'avoir du tact, beaucoup de tact et beaucoup de passion pour exprimer cela aux parents, mais ce n'est pas toujours facile à exprimer ce décès-là aux parents. Donc, c'est une épreuve désagréable et pour les parents et pour le médecin également. Ouais. J'ose bien croire. Madame, je ne vais pas dire que vous avez eu affaire à ce phénomène d'un petit parti très tôt, mais en tant que maman, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et surtout, journaliste de surcroît. Merci beaucoup, mais j'aimerais pas parler en tant que journaliste. J'aimerais parler à ce niveau en tant que maman. Bien et sûr. Surtout que ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, j'ai perdu la grossesse de 1 mois et c'était des jumeaux. Oh. Malheureusement pour moi. Surtout moi qui suis père des jumeaux, vous vous rendez compte? Voilà, ça fait vraiment très mal, ça fait très mal. Et surtout que c'était la dernière grossesse de ma vie. Et puis bon, c'était par ignorance, hein, si je peux dire. Je ne savais pas que j'étais diabétique. Alors, non seulement j'ai perdu cette grossesse-là, mais cette grossesse-là a emporté aussi une de mes trompes. Voilà. Alors, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, je n'ai que des garçons, qui sait si c'était des filles. Alors, et depuis là, je n'ai pas eu de filles et je n'ai pas eu d'autres grossesses. Donc, ça fait vraiment très mal quand vous êtes dans de telles situations. Bon, que voulez-vous, vous faites un effort pour se dépasser. Voilà, en tant que mère d'abord, c'est ce que je peux dire. Et en tant que journaliste, moi j'ai toujours dit que c'est difficile parce que la cause, s'il faut parler de cause, je dirais que la cause est vraiment partagée. Partagée entre les médias, entre la population, si je peux dire, et puis l'État congolais. Quand je dis l'État congolais, c'est-à-dire je vois le ministère de Genre, Famille et Enfants qui est en charge de l'enfant, qui ignore peut-être jusque-là la journée de tout petit, parti très tôt là. C'est la faute revient à ce niveau au ministère parce que le ministère ne fait pas mention de cette journée. S'il faut comparer au 8 mars, en tout cas, on n'a jamais entendu parler des journées de ceux qui sont partis très tôt. Très tôt. Ici, à Kinshasa, pourquoi pas dans la RDC. Donc, les ministères du genre, on n'en parlait pas tellement, on n'en fait pas de bruit, on n'en fait pas mention, pas du tout. Et au niveau de la population, je dirais que la population est tout à fait ignorante. La population est ignorante, pourquoi? Parce que nous, en tant que journalistes, on n'a pas assez diffusé des émissions sur ça, sur cette journée. Ben, ça ne vous intéresse peut-être pas pour que vous puissiez en parler. Moi, je vais retourner peut-être... Parce que beaucoup de chaînes ici, c'est connu. Pour en parler, il faut qu'on en fasse mention quelque part. Il faut que ça commence quelque part. Et ce n'est pas au niveau de journalistes qui peuvent en parler. Oui, vous avez bien dit que... Madame, sans vous couper la parole, vous savez très bien que la RDC est membre des Nations Unies. Ça, vous le savez. Et toutes ces journées mondiales internationales sont publiées par les États-Unis. Donc, cela veut dire que nous avons l'information aussi à la source. Maintenant, la question, on ne va pas faire le procès des ministères ici, mais la question maintenant, c'est de savoir comment peut-on diffuser, ne fût-ce que donner une information. Si nous nous organisons ce genre d'émission, parce que d'abord, je dirais, mon domaine, c'est le funéraire. Donc, peut-être que je suis à feuilleter tout ce qui tourne autour des funéraires pour faire passer un message. Mais cela veut dire que, quelque part, vous parlez du ministère du genre, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais bon, on reviendra après. Je vais d'abord revenir auprès du docteur. Quand vous allez annoncer, vous n'êtes pas psychologue quand même. Et comment vous vous y prenez pour annoncer à la maman qui attend de prendre dans ses bras son premier-né, son fils ou sa petite fille qui arrive? Comment vous faites? Vous n'êtes pas psychologue? C'est une bonne question. En principe, dans les hôpitaux sérieux, enfin les hôpitaux bien organisés, il y a toujours un psychologue, il y a un assistant social, il y a un médecin. Et donc, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ici chez nous. Alors, ce que nous faisons, c'est
le médecin fait toujours un effort d'expliquer à la maman le tableau de son enfant, ça veut dire l'évolution et la gravité, même le pronostic de la maladie de l'enfant. Et on prépare petit à petit la famille à certaines éventualités et à l'issue finale. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est toujours important. Il y a ce que nous appelons, par exemple en pédiatrie, chez le tout petit, ce que nous appelons la 5e chaîne. C'est la chaîne de l'information. Ça veut dire quand on a un enfant qui est malade, hormis le fait qu'on instaure un traitement médical ou un traitement de quelque nature que ce soit, nous expliquons toujours à la famille l'évolution et même le pronostic de la maladie, parce qu'il faut se dire la vérité pour ne pas surprendre la famille. Mais normalement, il faut qu'il y ait un psychologue pour suivre ces mamans-là ou ces parents qui perdent très tôt leur enfant. En principe, c'est ça. Mais nous faisons un effort de préparer petit à petit les parents à toutes les éventualités possibles. Donc c'est comme ça qu'on s'y prend. Oui, mais toutes les pertes périnatales ne sont pas dues aux maladies. Effectivement, il y a des pertes, dans la plupart des cas, en tout cas, ce sont des maladies. Si pas des maladies de la mère, comme Madame la journaliste venait de le dire tout à l'heure, une maman qui fait son diabète déjà au cours de sa grossesse peut avoir des complications qui vont répercuter sur l'enfant. Alors en ce moment-là, c'est le gynécologue qui suit par exemple la grossesse qui va donner le cours, l'évolution et même l'état du fœtus chez cette dame-là. Alors, mais il peut arriver parce que nous, les pédiatres, nous accueillons l'enfant. Donc, dès qu'on coupe les cordons, l'enfant nous revient. Ouais. Alors, il peut arriver un accident, par exemple une asphyxie, au cours de l'accouchement. Alors, en ce moment-là, il faut se débrouiller pour annoncer aux parents la mauvaise nouvelle. Mais ce n'est pas facile de le faire. Ouais, ça, je l'imagine bien, puisque j'en vois seulement quand ils viennent pour inhumer. Alors, je me retourne vers les professeurs, sociologues, anthropologues. C'est un fait sociétal. Comment on peut vivre cela? Merci beaucoup. Merci Tech pour une occasion, une fois de plus, que vous m'offrez. Envie d'intervenir sur un sujet aussi bien sociétal que celui-ci. Dans un premier temps, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit ici une fois de plus, en vous félicitant parce que vous nous apprenez beaucoup de choses, parfois, dont on ignore, c'est-à-dire que et l'État congolais et beaucoup de gens, pour ne pas dire les acteurs de ces pays. Nous avons eu à échanger avant de venir ici, par vos recherches, vous avez répertorié au moins plus de 500 journées internationales. Mais toutes ces 500 journées passent dans ces pays comme une lettre à la poste. Or, ces 500 journées n'intéressent pas un seul secteur, ça intéresse plusieurs secteurs, selon le ministère aussi qui dirige notre pays au gouvernement. Et cette journée intéresse, pourquoi? Parce que ça touche au cœur même de la société. Parce que quand on parle de tout petit, on parle de l'enfant. L'enfant, c'est-à-dire c'est lui qui vient demain. C'est lui qui vient après son père. C'est lui qui va remplacer sa mère. Donc déjà dès ce moment-là, il a les droits d'être protégé. Et curieusement, autant on y met pour pouvoir le protéger et qu'on arrive, n'est-ce pas, à le perdre. Alors imaginez-vous, c'est que la société, c'est que les parents qui font membres, qui constituent d'ailleurs le noyau de la société, consentent comme situation. Mais nous avons suivi le docteur parler du point de vue médical, mais on peut aller loin du point de vue du droit, que c'est vraiment dès la conception que l'enfant commence. Dès la conception que l'enfant commence, et à ce niveau, il mérite une protection. Donc, même à la conception, dès que les parents ont une nouvelle que non, cette conception qui vient d'arriver répare, en tout cas, c'est toujours pas facile à pouvoir gérer. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique,
l'enfant est attendu par non seulement les parents, mais par tout le monde. La famille, pour l'Afrique ici, la famille élargie, c'est tout le monde qui attend que nos enfants sont allés au mariage et nous attendons d'eux la production. La reproduction, ce sont les enfants. Et dès qu'on apprend qu'on a conçu et puis c'est parti, c'est l'angoisse, c'est la détresse. Et c'est même une menace pour les couples. Vous voyez jusqu'à quel point cette nouvelle peut aller jusqu'à fissurer même le foyer et toucher à l'ensemble de la société. Parce que quand la famille est considérée comme noyau de la société, a un problème, ça fait partie aussi du problème de l'ensemble de la société. Alors, déjà à ce niveau-là, nous pouvons comprendre que du point de vue médical, les docteurs viennent de le dire, je ne peux pas le répéter, mais du point de vue juridique, l'enfant commence dès la réception. Et du point de vue sociologique, l'enfant, dès la conception, évidemment, il est déjà dans les esprits de sa famille, de ses parents, et dès lors qu'il est dans l'esprit, on attend de lui quelque chose. Mais malheureusement, il est parti. Mais quand il part, la philosophie bantoue aidant, on croit que il est parti, il va revenir peut-être autrement. Il va revenir et il revient toujours. On croit toujours qu'il est revenu, il revient. Est-ce qu'on redonne même... À ce moment-là, on posera la question à la maman, mais bon, elle a dit que ça en était terminé. Mais revenons un peu en arrière. Vous dites bien que dans la société, l'enfant a un droit, mais c'est vrai qu'à la naissance, cet enfant part, et il semblerait même que dans certaines coutumes, on interdit de pleurer, on interdit de faire le deuil. Comment peut-on consoler une famille, et surtout une maman qui attendait son petit-né, et puis vous lui dites non, vous ne pouvez pas pleurer, on ne peut rien faire parce que c'est un tout petit. Comment concevoir cela? Je viens d'en parler tout à l'heure, ça dépend des coutumes et des sociétés. Évidemment parce que dans la croyance, on dit si tu pleures, ça dit qu'il ne va pas revenir. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rester, observer, avec espoir qu'il va revenir. Oui, après 9 mois, oui. Oui, il va revenir après 9 mois. Non, même pas après 9 mois. Mais on croit que si vous pleurez, donc ça dit que la femme n'aura pas encore, vous n'aurez pas encore d'autres enfants. Il y a toujours pire que ça. Mais ça, c'est dans la tradition, dans la société traditionnelle, dans la culture. Mais le docteur, ici présent, il va peut-être nous dire que non, si la prédisposition était celle-là, donc l'enfant va revenir. Mais si, au départ, il y avait aussi le problème que le parent pouvait connaître en ayant seulement cet enfant, sur le plan physiologique, donc le docteur va nous dire que non, c'est ça. Mais dans la philosophie bantoue, dans les sociétés africaines, on croit toujours qu'il faut vous calmer, il ne faut pas pleurer, sinon il risque de ne pas revenir. Madame, vous avez pleuré quand vous avez perdu? Évidemment que j'ai pleuré. Oui. Ouais, j'ai pleuré. Vous avez fait le deuil? Non, je n'ai pas fait le deuil. Pourquoi pas? Non, mais... Parce que ce sont des êtres humains qui étaient là. Vous ne ferez le deuil que s'ils sont majeurs. Comme le professeur vient de le dire, nous sommes des Africains en société. Quand tu pleures, on te dit il ne reviendra pas ou ils ne reviendront plus. Et puis, bon, on m'a dit, mais comment tu peux pleurer des gens que tu n'as pas vus? Tu ne les as pas vus, pourquoi tu dois pleurer? Est-ce que tu non, connais, vous les avez portés oui, c'est vrai que je l'ai... Vous les avez sentis à chaque fois. Je l'ai senti, je l'ai senti vivre, ce qui m'a poussé à pleurer. J'ai effectivement pleuré, mais écoutez, je ne peux pas faire le deuil éternellement, pleurer jour après jour. Non, on ne fait pas le deuil éternellement, mais néanmoins. Néanmoins, j'ai dû pleurer. Il faut que les familles fassent quand même le deuil, qu'il y ait un deuil, ne fût-ce que pour ce petit qui est arrivé, qui n'a pas demandé de partir, ce petit-là. C'est notre culture aussi. C'est chef d'État. Comme a dit le professeur, c'est aussi notre culture. On n'a pas vraiment cette culture-là de pleurer des tout petits. On n'a pas vraiment cette culture-là. Non, donc, mais la culture à Bordeaux, tout est mis sur la culture, je ne pense pas. Docteur, mais la culture. Alors,
Je vais poser la question au docteur. La culture à Bondo, on dit c'est la culture nous dit ceci, la culture nous dit cela. Mais est-ce que c'est compatible avec l'aspect médical? Parce qu'à ce moment-là, vous ne chercherez même pas à soigner les bébés qui est encore là, dont vous prétendez avoir déjà quelques séquelles de maladie, puisque la culture dira qu'il ne faut pas. Je ne vais pas aborder l'aspect culturel parce qu'il y a le professeur sociologue qui est là. Mais ce que je peux dire, c'est que nous soignons, en tout cas nous soignons les malades. On n'est pas des robots, c'est vrai, nous soignons les malades et on dit toujours que le malade est pris comme un tout. Donc sur le plan culturel, le plan social, le plan financier, on tient compte de tout ça. Mais nous nous intéressons plus à l'aspect médical dans tous les cas. Mais dans notre pays, d'abord, l'euthanasie n'est pas autorisée. Alors, il y a des nouveau-nés, bien sûr, qui naissent avec des malformations qui sont incompatibles avec la vie. Totalement incompatibles avec la vie. Il y en a qui sont en encéphale, par exemple, et qui n'ont presque pas de cerveau. Alors, en ce moment, quand il y a des signes de vie, le cœur bat et que c'est un enfant qui respire malgré son état, qui peut être précaire, nous sommes dans l'obligation de soigner jusqu'au dernier souffle. Alors, on ne se penche pas du côté culturel ou de la coutume. Non, nous soignons, nous faisons tout ce qui est de notre possible pour sauver cette vie-là. Alors, quand les pires arrivent, comme je l'ai dit tantôt, nous informons la famille et s'ils veulent, ils peuvent faire leur deuil. Nous, on ne suit pas ce qui est coutume ou culture, mais nous soignons le malade comme un tout, c'est-à-dire tenant compte de ses appartenances religieuses et consorts. Donc, si je peux répondre, c'est ainsi que je dois dire. J'ai une autre question qui, très souvent, j'entends dire dans ce pays que si une maman à l'accouchement meurt avec son bébé, on doit les enterrer dans le même cercueil. Or, je pars de l'idée, comme disait le professeur, que c'est un être humain qui a ses droits. Donc, je me dis, est-ce que ce bébé n'a-t-il pas droit aussi à un cercueil plutôt que de le laisser dans le cercueil avec sa maman? Sur le plan d'hygiène, comment pourrait-on conserver ce corps-là? Je ne comprends pas. Et pourquoi la société peut-elle accepter que la maman meure, puis avec les bébés, ils doivent être enterrés ensemble? Je ne sais pas si c'est le professeur qui devrait répondre à cette question. Non, sur le plan médical. Sur le plan médical, ouais. Une mère qui perd sa vie avec son bébé, enfin, je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il faut faire une césarienne, par exemple, pour une césarienne en post-mortem, effectivement, pour extraire cet enfant-là. Pour quel intérêt, je ne sais pas. Est-ce que c'est sur un intérêt socio-culturel, c'est possible, ou médico-légal, enfin, mais avec la petite expérience que j'ai, je n'ai jamais vu faire une césarienne juste pour extraire un corps au sein de sa mère. Non, ça, je n'ai jamais vu. Mais par contre, ce qui est recommandé, c'est que quand la mère décède comme ça, avec une grossesse, si la grossesse est encore viable, en ce moment, on peut faire une césarienne rapidement pour sauver le bébé. Mais dès qu'il n'y a pas de signe de vie ni chez la mère ni chez les bébés, je n'ai pas vu d'indication de la césarienne dans ce sens-là. Donc moi, je parle en tant que scientifique, en tant que médecin, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être que le professeur peut nous éclairer là-dessus, je ne sais pas. Professeur. Moi, je pense que je reviens sur ce qu'on appelle dictat de la société pour répondre à cette question. Le médecin vient de le dire, il n'y a pas d'inconvénient, d'une part, mais d'autre part, si c'est à tel niveau, ça peut être possible. Mais dans la société, on a une autre lecture des choses. Moi, je reviens toujours, parce que, évidemment, je suis du courant de pensée culturaliste, c'est pourquoi je me suis toujours basé sur la culture. Même le médecin, quand il dit là, il le sait. Et quand vous arrivez là-bas, la première des choses, on vous pose la question par rapport à votre famille, par rapport à ce qui a existé, tout ça, pour connaître, n'est-ce pas, ce qui peut être comme des antécédents dans la famille et tout ça, vous le savez. Oui. Donc ça veut dire que
l'aspect-là, il est toujours et nous accompagne et partout. Donc, moi, j'observe que la société ou la culture s'impose une fois de plus à ce niveau-là pour dire, bon, écoutez, on ne peut pas l'enterrer de manière séparée avec son nouveau bébé. Donc, on l'enterre ensemble. C'est parce que dans la société, selon au moins nos coutumes, s'il y avait d'inconvénients, parce que ces gens-là, nos ancêtres n'étaient pas... Moi, je suis en train d'interroger la société jusqu'à aujourd'hui. Je me rends compte que les ancêtres étaient vraiment très géniaux. Ils connaissaient bien les choses et nous prétendons connaître aujourd'hui, alors qu'en réalité, nous avons des limites. Ça, on peut aller dans plusieurs exemples, on va trouver que vraiment, ils étaient comme ça. Donc, c'est peut-être inspiré, c'est eux qui devaient se dire qu'ils avaient communiqué vraiment avec les anges. Parce que comment expliquer que nous, aujourd'hui, nous faisons un effort pour étudier et connaître tel ou tel fait, mais dès la naissance, dès l'évolution, chacun dans la société savait déjà que quand il y a tel événement, il faut soit l'anticiper, soit il faut faire ça et ça. Et ça réussissait. Jusqu'à aujourd'hui dans nos sociétés. Peut-être c'est ce qui pose problème dans nos villes, parce que nous avons oublié ces éléments-là culturels et nous continuons dans la ville, on commence à camoufler ça sous forme de démons, sous forme de sorciers qui arrivent et tout ça. Mais en oubliant que nous pouvons être rattrapés par nos coutumes. Donc, je peux dire que c'est dicté par la coutume. Si la coutume n'avait pas trouvé d'inconvénient, on devait absolument le faire. Mais comme la coutume continue à pouvoir accepter, donc c'est ça. Vous savez, quand il y a un cas de... Donc vous dites bien, je comprendrais que ce soit une affaire au village. Parfois les gens sont enterrés, non pas dans des cercueils. On les enterre directement sans cercueil. Donc la coutume ne dit pas nécessairement qu'il faille enterrer. Si un enfant est sorti et qu'on trouve qu'il est mort, la mère venait de mourir, il n'est pas dit nécessairement qu'il faille être enterré dans le même cercueil. Mais maintenant, s'il y avait d'inconvénients, je crois que le juriste devait intervenir. Oui. Voilà. Les droits allaient intervenir pour dire non, écoutez, on ne peut pas enterrer deux personnes au même moment. J'aimerais avoir l'avis de Madame Hortense, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que les juristes, oui. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je ne suis pas docteur, surtout pas sociologue comme les professeurs, mais en tant que femme, là en tout cas ça ne dépend que de moi, là en qualité de femme que je réponds, je ne vois pas le mal à enterrer un enfant avec sa maman. Et l'âge aussi c'est différent. Quand c'est un nouveau-né qui a moins de 1 mois... C'est un être humain. Hein? C'est un être humain. Oui, et ça fait partie de la population. Et on doit recenser aussi. Non, quand il a déjà 1 mois, à 1 mois, on peut l'enterrer, il n'y a pas de problème. Mais j'ai entendu, ça en tout cas, il faut que les médecins nous expliquent là-dessus, qu'il y a des cas aussi où on incinère. En tout cas, de 0 à 2 ou 3 jours, on peut incinérer. Mais alors là aussi, ça aussi, ça devient un autre problème parce que... On n'a pas encore la culture d'incinération. Une autre paire de manches parce que l'incinération, vous savez, j'ai entendu parler parce qu'il y a des mamans comme ça qui ont perdu leur nouveau-né, qui n'était enterré nulle part et jusque-là on n'a pas de nouvelles, soit disant que l'enfant était incinéré. Là aussi il faut pousser un peu plus loin des investigations sur ça. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas du mal à enterrer l'enfant, tout nouveau-né, avec sa maman ensemble. Je ne vois pas de problème. C'est un peu difficile que je puisse avaler cette pilule-là. Parce que je parle de l'idée que... Pourquoi on interdit des fœtus qu'il ne faut pas détruire? Parce qu'on considère que c'est déjà un être humain en création. Alors, si c'est un être humain, il doit être tenu compte de son existence. Et on doit faire les statistiques de personnes mortes en tenant compte de ça. Mais or, vous dites, non, on m'amène un cercueil dans lequel il y a la maman et l'enfant. Mais je dis non. L'enfant doit avoir aussi son petit cercueil à part. Parce qu'il faut savoir combien de personnes sont mortes. 1 personne ou 2.
Si c'est 2, il doit y avoir 2 cercueils. Il ne peut pas y avoir un cercueil. Vous voyez comment on fausse les statistiques? Là, il y a une petite confusion peut-être. Il faut alors préciser, c'est un nouveau-né ou c'est une mère qui meurt avec son bébé, enfin son fœtus dans le ventre. Ça, c'est différent. Non, ça c'est différent. Si elle meurt avec son fœtus dans le ventre, on ne va pas aller faire la césarienne pour sortir, ça c'est différent. Mais il y a des petits bébés là, la mère à l'accouchement, l'enfant est sorti, la mère par accident ou quoi meurt directement, et les bébés qui suivent, alors on vous dit non, on va enterrer dans le même cercueil. Des fois, moi ça me dépasse. La culture c'est bon, mais parfois... Moi, je crois que ça dépend de l'âge des bébés. Ça dépend de l'âge des bébés. Parce qu'on ne peut pas permettre un bébé de 2 mois, 3 mois être enterré ensemble avec sa maman. Ça, je ne pense pas, en tout cas. Ben non, c'est un être humain. Justement, non? Comme c'est un être humain, il doit être enterré à part, en dehors de sa maman. Et là, il faut 2 cercueils alors. C'est pour cela que nous disons, il faut que les gens profitent des journées comme la journée des tout petits partis très tôt, pour se souvenir, faire aussi le deuil. Ce sont des êtres humains qui ont droit aussi à cela. On ne peut pas faire le deuil uniquement pour les personnes âgées. Oui, docteur. Là, je suis du même avis que vous. Je ne pense pas que ce soit l'âge du nouveau-né qui va déterminer s'il faut l'enterrer avec sa maman, mais du moment où il est déjà né, je pense qu'il a quand même droit à son cercueil. Je ne parle pas en tant que médecin, là je parle en tant que voilà, en tant qu'être humain dans la société, oui. Je pense que du moment où il est né, alors il faut qu'il soit enterré séparément. Mais si c'est un fœtus, alors en ce moment, il n'y a pas d'intérêt qu'on extrait le bébé du ventre de sa mère pour être enterré séparément. Ça ne servira à rien à ce moment-là. Ce sont des actes médicaux qui vont coûter cher. Je pense aussi que, évidemment pour éclairer, que tous les nouveau-nés, donc après la naissance normale et tout ça, je pense quand ils meurent, ils sont enterrés dans leur cercueil. Dans la ville ici, ça c'est vrai. Oh, c'est pas facile, je vous dis. Ah non, j'en sais quelque chose, cher ami, c'est mon domaine, j'en sais quelque chose. Bon, ça va maintenant, mais à ce que nous... Parce qu'on veut faire changer cette mentalité-là. C'est dire, les tout petits partis très tôt a droit aussi aux hommages. Oui, le plaidoyer là, il est important, mais maintenant, c'est pourquoi j'ai fait appel à la loi. Est-ce que la loi est muette là-dessus, ou bien elle est explicite? Non, je peux vous dire, il n'y a pas de loi funéraire dans ce pays. Il n'y en a pas. Ce sont les vieilles ordonnances de 1914. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que ceux qui doivent faire les lois ont peur de faire la loi funéraire en disant non. C'est comme s'ils s'attiraient la mort sur lui. Alors ils ne vont pas aller là, ils vont vous dire, mais qu'allez-vous dire à vos électeurs que vous avez fait sortir une loi sur la mort? Est-ce qu'on vous a envoyé dans l'hémicycle pour cela? Il y a tellement de choses. Des journées là comme ça, et puis c'est pourquoi nos élus là devaient comprendre d'abord la société, connaître le problème qui se fait dans la société, avant de pouvoir aller là-bas. Mais curieusement, il y a quand même une confusion, comme la démocratie. Ça m'engage moi-même, je l'ai toujours dit, c'est le régime le plus faible de régime qu'on peut connaître. Parce que... Quel régime? De démocratie? Oui, le régime le plus faible. Pourquoi? Oui, c'est compliqué, c'est mon point de vue. Il y a des arguments, mais malheureusement, ce n'est pas le plus. Parce que, l'autre fois, nous avons fait l'émission par rapport à la journée internationale de disparus. Monsieur le chef de division urbaine, on est revenu sur ça. On avait même les députés là, qui ne savaient pas nous expliquer. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que nous avons des problèmes réels qui touchent à la société, mais pour lesquels vous ne savez pas préparer des lois, etc. Il a rappelé qu'il y a aussi une loi depuis je ne sais pas quoi, qui réglemente les droits des cimetières. Alors donc, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est pourquoi j'ai insisté qu'au-delà de la culture, au-delà de la coutume, il y a aussi
les lois qui sont muettes. Et vous venez de le dire vous-même, c'est des lois qui sont... C'est-à-dire que ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont intéressés au per diem, à tout ce qu'ils gagnent et tout de suite, que dans l'organisation de la société, dans l'avenir de la société. C'est ce qui est le problème. Donc, ça veut dire que le problème de la société se pose même à tous les niveaux. Oui, vous savez, nous allons devoir chuter. Nos émissions sont parfois intéressantes. Et si nous les créons, c'est pour susciter cette envie d'échanger, de faire passer autre message que ce que vous dénoncez, politique ou pas. Je préfère discuter avec les gens qui ne viennent pas trop parler politique. Alors, dans cette journée, il est un fait remarquable, c'est que à 19h, pour ceux qui font la journée de tout-petits, hommage aux tout-petits, à 19h, ils allument une bougie pendant 1 heure pour penser à ce qu'ils appellent les amis compatissants de la fleur et vie. Bon, c'est vrai qu'il y a encore un fait dans la société, si on vous dit dimanche 12 à 19h, allumons une bougie pour les tout-petits, demain on vous traitera de magiciens, de mystiques, de ceci, de cela. Ça freine aussi l'évolution de mentalité. Or, ailleurs, ça se fait. Avec des recherches, pour le moment, il n'y a que le pays, le Sénégal qui le fait. Peut-être c'est l'influence occidentale qui fait qu'ils le fassent. J'ose espérer qu'un jour, nous arriverons à penser aussi à nos tout petits. Alors, docteur, je vais vous laisser la parole pour un dernier mot. Et puis, Maman Hortense, c'est le prénom de ma défunte mère. Ah oui, mes hommages. Voilà, merci. Et puis, le professeur. Et on terminera par la lecture d'une lettre d'un papa adressée à son tout petit parti très tôt. Docteur. Merci de m'avoir invité. Je vais peut-être dire 2 mots seulement. Alors, le premier, c'est que cette journée n'est pas connue, sincèrement. Si peut-être de vous, mais pas de tout le monde, hein, il faudrait peut-être faire des émissions à la télé pour que les gens le sachent. Il se peut que ça puisse soulager certains parents qui ont perdu trop tôt leurs enfants, ça c'est de 1. Et la deuxième chose, c'est que moi, je sais que je peux recommander aux parents, c'est de protéger le tout petit parce que ce sont des êtres vulnérables. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, les décès chez les jeunes adultes, donc de moins de 25 ans, concernent plus les tout petits, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de moins d'1 mois. C'est 47%, donc c'est énorme. Alors, c'est énorme, oui, c'est énorme. Et donc, je recommanderais à la société d'amener tous les enfants à l'hôpital, par exemple, pour une prise en charge adéquate. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour les moments. Ouais. Maman Hortense. Oui, merci beaucoup. Comme un dernier mot, en tant que journaliste, j'aimerais dire, le docteur a parlé des émissions, que les sensibilisateurs organisent sans doute des émissions, mais à des heures, des émissions qui seront diffusées à des heures, si je peux me répéter, diffusables. Pas une émission de santé qui est diffusée à 9h, à 10h. Je crois qu'à ces heures-là, la plupart des parents sont dans des bureaux, de chercher d'abord, voilà, oui, de collaborer aussi avec je peux les appeler les sensibilisateurs, ceux qui donnent des messages de vulgarisation, comme des troupes de théâtre, tout ça, pour faire passer les messages. Surtout que la journée n'est pas connue. En amont, si on fait passer les messages, mettez même des pancartes, des bandes, tout ça, sur les artères principales pour annoncer le jour et puis mettre aussi des moyens, des messages de sensibilisation pour dire qu'il faut protéger des tout-petits, en cas de problème, amener des tout-petits à l'hôpital et tout qu'on sort.
Ça aussi, c'est une façon de collaborer avec les médias. Organiser des colloques, pourquoi pas? Des journées, au cours de cette journée, organiser des colloques où vous invitez la presse, des médias en ligne qui peuvent aussi écrire sur ça. Organiser des conférences, appeler, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Collaborer avec des... Mais aussi la population. Il faut créer les centres d'intérêt des émissions télé, comme... parce que la population suit la télé, oui. Quel est le programme qu'ils suivent de plus? Ils sont dans des séries télévisées, dans des théâtres, des émissions éducatives. C'est pas la population. Hein? C'est pas la population, mais tout passe à la télé le long de la journée. Matin, midi, soir, il y a des programmes qui passent. Mais ceux qui accrochent plus, ce sont, ce que je peux dire entre guillemets, plus des distractions que des leçons qui enseignent, des émissions éducatives. Vous voyez? Alors, allez même dans ce qui attire la population là. Quelles que soient les séries télévisées, faites passer les messages. Dans ces séries télévisées-là, faites passer des messages. Le groupe théâtral, faites passer les messages de sensibilisation. À la journée, pourquoi pas? On en tiendra compte. C'est pourquoi nous, avec ETEC Média, nous essayons de commencer à faire passer les messages. Parce que vaut mieux d'abord, ça c'est mon avis, vaut mieux d'abord faire passer les messages chez les intellectuels. Parce que ce sont eux qui font les lois, qui font tout. Vaut mieux qu'ils comprennent déjà ça. Pour qu'à ce moment-là, c'est plus facile d'encadrer la population. Je peux aller vers la population, la population dira, mais oui, est-ce que nous sommes protégés en faisant telle manifestation? Par quelle loi? Point d'interrogation. C'est pourquoi je dis, commençons par ceux qui peuvent comprendre qu'ils arrivent à changer de mentalité. Et tout irait de soi. Tels qu'ils ont changé les mentalités en allant tous prier le dimanche, ils peuvent aussi aider la population à changer de mentalité. Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je veux dire ceci, que c'est quand même une révélation pour les Congolais, la journée internationale des tout-petits, pour célébrer les tout-petits. Le premier problème, c'est que vous l'avez déjà commencé, d'ailleurs, il faut commencer par quelque part, vous l'avez fait. Mais là où il faut vous accompagner, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, multiplier les efforts pour que des petites émissions que vous préparez, vous puissiez les vulgariser. Ça va toucher effectivement ceux qui décident, parce que ceux qui décident ont une influence facile que ceux qui ne décident pas. À ce moment-là, ils vont comprendre l'intérêt et pouvoir, n'est-ce pas, organiser aussi avec beaucoup plus de responsabilités de pareilles journées. Alors, deuxièmement, je vais demander, je vais vous féliciter pour la prise de conscience à partir de l'émission ici que les parents vont faire. Parce qu'ils ne connaissaient pas, il y en a qui ne connaissaient pas la valeur. Ils disent, l'enfant est parti, le bébé, il est tout petit, il est parti, ce n'est pas mon problème. Alors que quelque part, il y a des sociétés où on dit non, il faut toujours revenir, il faut se souvenir. Mais ici, on dit non, il ne faut pas s'en souvenir parce qu'il est revenu. La culture nous dit non, il va revenir. Et puis il est même revenu. Et puis on oublie. Non, il est déjà revenu à travers telle personne, tout ça. Mais rien ne prouve que c'est cette personne-là qui est revenue. Et puis on va lui donner même peut-être les mêmes noms, et puis après ça commence. Et on oublie. Alors, mais vous nous aidez à pouvoir nous souvenir de tout petit, et c'est une bonne chose. Mais il faut tout simplement aussi creuser. Je sais qu'il n'y a pas de moyens, mais trouver les moyens pour que de pareilles émissions soient vulgarisées, pour que les gens prennent conscience, et l'État, et la population, et les parents en particulier qui perdent les tout petits. C'est ça. Non, l'essentiel d'abord, c'est, comme nous l'avons dit, la prise de conscience et la volonté aussi de faire. Parce que les moyens viendront après. C'est d'abord la volonté. Si on a une volonté de dire, nous pouvons
réaliser ça et ça, à ce moment-là, on cherche les moyens. Mais sinon, si vous cherchez les moyens, sans qu'il y ait une volonté de réaliser une action, ça ne servira à rien. Et c'est pourquoi je m'adresse aux téléspectateurs en disant, non, les tout petits partis très tôt, retenez une chose, ce sont des êtres humains. La famille qui perd un tout petit parti, ce ne sont pas des sorciers ou autres. Il faut aussi encadrer cette famille, être compatissante avec cette famille, plutôt que d'aller chercher des sorciers quelque part ou commencer à vilipender la maman en disant que c'est elle qui a fait bouffer l'enfant, et ainsi de suite. Très souvent, c'est malheureux. Or, une famille qui a perdu un bébé, un tout petit né, a besoin d'être encouragée, a besoin d'être encadrée. Alors, avec votre permission, je vais vous lire une lettre envoyée par un papa à son petit parti très tôt dans les étoiles. À toi qui viens de partir, un enfant dans les étoiles, c'est la tristesse d'un papa, c'est la tristesse d'une maman, un enfant dans les étoiles. Même si loin, on n'oublie pas tout là-bas, au firmament. Est-ce bien la place d'un enfant? Partir avant d'être adolescent, c'est le désespoir d'une maman. Vivre quelques mois dans un ventre, dans le cœur de ses parents. Attendre longtemps les grands événements pour s'éteindre à la naissance. Comment peut-on expliquer cette satanée destinée? C'est trop difficile d'en parler, chers amis. Peut-être plus doux à chanter. À toi, mon fils. À toi, ma fille disparue. Certes, je ne te reverrai plus. Sache que là-haut, dans toutes ces étoiles, la plus grosse, elle est pour toi. Je t'aime, ton papa chéri. Voilà. Tel est le message d'un papa qui a perdu son petit né. Et c'est sur ce que nous terminons l'émission, tout en vous remerciant d'avoir accepté de laisser vos occupations pour que nous puissions échanger et faire passer un message aussi à la société, à la population. Je vous remercie.